Effectivement, observateur assidu de la vie politique française, que vous inspire à ce sujet les événements en France, les samedis à répétition des Gilets jaunes, le grand débat qui s'éternise, les soubresauts au sein du gouvernement? Alors, en 3 temps, le premier élément, je crois que le mouvement des Gilets jaunes, qui était d'une pleine légitimité dans ses débuts, aujourd'hui s'éternise parce que des factions radicales s'en sont emparées et qu'une partie du mouvement s'est laissée radicaliser par le rythme des événements. Mais en tant que tel, entre la crise, les conditions de la première insurrection et aujourd'hui une forme de violence théâtralisée qui recherche l'affrontement avec l'État, je crois qu'on est dans un mouvement qui a livré sa part positive. Mais comment sortir d'une révolution, même si c'est pas une vraie révolution, comment sortir d'une révolte, c'est jamais si évident. Pour ce qui est du grand débat, moi, ce qui m'a frappé dès le début, c'est, vous savez, ce qui distingue un débat, c'est ce dont on débat et surtout ce dont on ne débattra pas. Et me semble-t-il que les conditions du débat étaient formulées de telle manière que plusieurs éléments essentiels du débat public étaient tenus à l'écart du grand débat. Et pour ce qui est appelons ça de la valse au gouvernement, ça ne me semble pas surprenant dans la mesure où c'est un quinquennat qui semble s'épuiser assez rapidement et qui ne trouve pas les conditions de sa relance, qui cherche en fait les conditions de sa relance dans la mise en scène de la lutte contre la lèpre populiste, mais je ne suis pas certain que ça suffise pour redonner une vitalité à la présidence Macron. Restons justement sur les débats, sur cette scène politique, dans ce débat public en général. Vous dénoncez dans votre livre, Mathieu Bock-Côté, l'empire du politiquement correct. Est-ce à dire que c'est ce politiquement correct qui a pris le pouvoir, notamment en France? En France, mais aussi dans bien d'autres pays. Mais en France, vous avez tout à fait raison de le dire à certains égards. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le politiquement correct et plus largement? C'est un débat public préformaté. C'est un débat public où les options qui sont légitimement débattues dans l'espace public sont assez peu nombreuses et surtout, certaines options ne seront jamais débattues parce qu'on va les étiqueter de telle manière qu'elles sont présentées comme des non-choix possibles. Je donne un exemple. La remise en question, par exemple, de l'immigration massive ou encore du multiculturalisme ou encore, quelquefois, certains accommodements avec un certain islam. On ne va pas y voir une position légitime. On va tout de suite l'étiqueter xénophobe, raciste peut-être, islamophobe peut-être. Et si vous êtes effectivement devant un phobe, quel qu'il soit, si vous êtes devant un raciste, vous ne débattez pas, vous le combattez, c'est ouvert. Or, trop de débats, me semble-t-il, dans notre société, sont enfermés justement dans une gangue très étroite, très étouffante. Réponse de cela, sentiment d'étrangeté, d'aliénation dans la population par rapport au système médiatique et par rapport au débat public. D'ailleurs, vous posez une question essentielle, vous dites, qui s'est arrogé le droit d'affirmer qu'une opinion est acceptable dans l'espace médiatique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'espace médiatique, politique, public, on nous dit ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser. Oui, et il y a tout un vocabulaire qui est tout à fait passionnant pour repérer ça. Moi, je commence d'ailleurs le livre avec ça. Dérive, dérapage, diabolisation. Qui nous dit ce qu'est un dérapage, par exemple? Pour moi, c'est un concept qui me fascine. Parce que le propre d'un dérapage, ça présuppose une route bien définie, avec des contrôleurs de la circulation idéologique qui collent des contraventions idéologiques à ceux qui ont dérapé d'une ligne déjà entendue. De même pour le concept de dérive. La notion de dérive, c'est-à-dire qu'il y a une ligne juste et ensuite ceux qui s'en éloignent. Mais qui fixe cette orthodoxie? Voilà pourquoi la question qui m'habite dans ce livre finalement, c'est qu'est-ce qui permet de distinguer un fréquentable d'un infréquentable, un modéré d'un radical, un humaniste d'un sulfureux? Qu'est-ce qui permet de distinguer aussi un intellectuel remarquable d'un polémiste colérique? Donc ces critères-là, ils sont présents dans notre société, mais ils sont souvent invisibles. Je cherche à les expliciter dans l'ouvrage. Et votre livre s'attaque à l'idéologisation du langage qui conduit, dites-vous, à un aveuglement idéologique. Et nous, journalistes, médias, nous y participons largement. Oui, là, c'est le moment. Mais ce n'est pas une exclusivité française, ne vous inquiétez pas. Je suis effectivement frappé par quelquefois le choix des mots qui servent quelquefois moins à dire qu'à ne pas dire. Mathieu Bock-Côté, le choix des mots peut entraîner une falsification de la réalité pour vous, parce que c'est ça qui serait grave dans ce cas-là. Mais bien sûr. Alors, par exemple, certaines réalités ne peuvent être mentionnées à certains moments parce qu'on craint que ça fasse le jeu d'un tel ou d'un tel. Par exemple, les problèmes liés, je reviens sur un de mes thèmes, au multiculturalisme, à la difficile cohabitation de certaines cultures. On ne veut pas le mentionner pour ne pas alimenter ce que l'on croit être les préjugés populaires. Mais le premier travail, me semble-t-il, non seulement du journalisme, mais des observateurs de la chose publique, c'est de dire le réel tel qu'il se présente à nous et non pas le dire de telle manière qu'il n'inquiète pas la population ou qu'il l'oriente d'une autre manière. À ce sujet, vous dénoncez par exemple la référence obsédante, dites-vous, au vivre ensemble. On nous parle tout le temps du vivre ensemble au moment même où notre société se décompose et que la France devient un archipel. Oui, alors ça on est vrai. La notion de vivre ensemble, on est au cœur de l'idéologie dominante. C'est-à-dire, moins nous parvenons à vivre ensemble, plus on nous parle de vivre ensemble. Moins nous parvenons à faire culture commune, faire société, faire monde commun, plus
on en rajoute sur le fait qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien. Et moi, cette espèce d'écartèlement entre d'un côté une réalité qui se désagrège et de l'autre l'impossibilité de nommer cette désagrégation sans passer pour, j'y reviens, xénophobe, infréquentable, extrême droite, ainsi de suite, nommer les termes, ce grand écart contribue à un appauvrissement de la démocratie. Parce que la démocratie est riche lorsqu'elle s'empare des problèmes réels qui existent dans une société et les met en débat. En ce moment, en France notamment, nous avons des débats sur les gilets jaunes, sur des luttes des classes. Et vous nous dites, c'est pas la vraie bataille. La vraie bataille, pour vous, elle est culturelle. En fait, la question sociale est toujours présente d'une manière ou de l'autre. Mais la question culturelle, aujourd'hui, elle est fondamentale. Plus largement, la question civilisationnelle. Parce qu'elle pose la question suivante. Dans quel monde commun voulons-nous vivre? Est-ce qu'on accepte cette espèce de société dispersée, désagrégée, où chacun est dans son clan, transforme ses caprices en droits, transforme ses désirs en droits fondamentaux qu'on n'a pas le droit de discuter? Est-ce qu'il est possible de faire chose commune, de faire monde commun? Or, ce qui m'apparaît évident, c'est que les questions culturelles aujourd'hui sont celles qui permettraient de nommer ce désir d'exister en commun. Mais encore une fois, si vous nommez ce désir de faire chose commune, on vous accusera peut-être de nostalgie. Vous vous levez dans le passé, vous vous enfermez dans le mythe d'une France qui n'a jamais existé. Alors voilà pourquoi je pense qu'une tâche aujourd'hui d'hygiène... C'est ce qu'on vous renvoie d'ailleurs souvent à vous, Mathieu Bock-Côté. Mais c'est la nostalgie d'un Québec peut-être, pas d'une France. Mais le Québec a toujours existé et j'espère qu'il existera pour quelques années encore. Mais non, ce que je crois, c'est une tâche démocratique aujourd'hui, presque d'hygiène publique, de clarifier le sens des mots. Mais le monde a changé depuis l'arrivée de Trump, de Poutine. Est-ce que ce genre de leaders-là ne viennent pas ébranler justement ce politiquement correct? Ils en sont d'ailleurs à leur manière de pourfendeurs. Paradoxalement, ils le radicalisent. C'est-à-dire ce qui m'a frappé avec l'élection de Trump, qui n'était pas nécessairement une bonne nouvelle, je le précise. Plutôt que de chercher à comprendre pourquoi tant d'Américains se sont ralliés à une candidature aussi improbable, à un président erratique à bien des égards, on a préféré radicaliser la dénonciation des électeurs en leur prêtant soit de l'irrationalité, de la folie, et ça nous ramène à ce que disait Hillary Clinton, rappelez-vous, quelques semaines avant l'élection, basket of deplorables, autrement dit une collection de paumés. Eh bien, si plutôt que de chercher à comprendre l'électeur dans son insurrection, dans sa colère, dans sa rébellion, dans sa révolte, vous décidez de le criminaliser, de le pathologiser, de le psychiatriser, eh bien, vous créez les conditions d'une radicalisation du malaise démocratique. Et je crois que vous voyez là aussi avec le Brexit, le mouvement des Gilets jaunes, plus largement en Europe, si on ne cherche pas à comprendre le malaise populaire et on cherche plutôt à présenter le peuple comme une bête inquiétante qu'il faut savoir domestiquer, sans quoi elle mettrait en danger la démocratie, eh bien alors, on trahit, je crois, l'idée démocratique. Et pour conclure, comment est-ce qu'on se prémunit contre le politiquement correct? Docteur, ça a l'air d'être grave. Est-ce que vous avez un antidote? Je crois qu'il faut aussi... Pour nous tous. Alors, je sais pas, je prétends pas être docteur de notre civilisation, mais j'aurais un conseil néanmoins. C'est cette idée qu'il faut transgresser les interdits idéologiques sans pour autant basculer, parce que l'envers du politiquement correct, ça ne doit pas être le politiquement abject. L'envers du politiquement correct, ça doit être une notion utilisée par Alain Finkielkraut de mémoire. Ça. Moi, je crois à une parole publique éclairée, libérée, qui ne s'encombre pas de tabous, mais qui ne cherche pas non plus ensuite à provoquer pour provoquer. Et tout le travail de l'intelligence politique, c'est d'écrire le monde tel qu'on le voit, sans l'enjoliver, sans non plus en faire un portrait trop noir. Mais ce travail du réel, ce travail de la pensée sur le réel, reste à faire. Trouvez donc l'équilibre entre le politiquement correct et le politiquement abject. C'est un défi pour nous autres également journalistes, mais également évidemment tous ceux qui participent du débat public et politique comme vous, Mathieu Bock-Côté. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.